Bonjour à tous, bienvenue si vous venez nous rejoindre ce midi ensemble et c'est l'heure d'Israël Inside. Le cours de rattrapage de cette semaine riche en actualité, c'est maintenant avec Lise Barenbaum, journaliste. Bonjour. Maurice Ifergan, vous êtes rédacteur en chef sur i24 News. Et Jonathan Serrero, bonjour, vous êtes journaliste. Merci de nous faire l'amitié de venir aujourd'hui. Allez, on ne perd pas une minute de plus. Place à l'actu, pas n'importe laquelle, celle que vous n'avez peut-être pas vue. On y va. En Israël, tout le monde attend la Mimouna avec impatience. Il s'agit d'une tradition marocaine adoptée par l'ensemble des Israéliens pour fêter la fin de la Pâque juive, pendant laquelle il est interdit de consommer du levain dans du pain, des pâtisseries ou même des pâtes. Les Israéliens ouvrent leur foyer et cuisinent notamment des moufletas, ce sont des crêpes judéo-marocaines au miel. Mais la Mimouna est aussi une fête politique où les politiciens de tous bords s'affichent en plein débat sur l'origine ethnique des Israéliens, seulement quelques semaines après les élections législatives et en pleine tourmente diplomatique avec les États-Unis. Cette grande communion prend un goût particulier. Le reportage de Lise Barenbaum, on en parle après ? Allez, on y va. Comme beaucoup d'Israéliens, le Premier ministre Binyamin Netanyahou a célébré lui aussi la Mimouna au sortir de la Pâque juive dans la ville d'Or Akiva. Le chef d'État a profité de cette fête d'origine marocaine pour rappeler les objectifs de son nouveau mandat. Il y a un élan énorme dans ce pays et nous sommes engagés à le maintenir par 3 moyens. Tout d'abord, l'unité du peuple qui s'exprime par la Mimouna. La tourmente des élections est passée. Et il faut renforcer l'unité d'Israël, et c'est ce que nous ferons. Deuxièmement, le bien-être du peuple. Nous allons maintenir le développement économique, mais en nous souciant que cela soit fait en luttant contre la vie chère, et en particulier contre le prix excessif de l'immobilier. Ce sera la première priorité du gouvernement. Et la troisième chose, mais qui est peut-être en fait la première, c'est garantir la sécurité du peuple, car nous faisons face à des défis énormes, et le plus important d'entre eux, reste la tentative de l'Iran de développer l'arme nucléaire. Le président de l'État, Reuven Rivlin, a fêté la Mimouna dans le sud du pays, à Ashkelon. L'occasion de rappeler que cette fête est aujourd'hui un des symboles de l'identité israélienne. L'origine de cette fête n'est pas très claire. Mais la maison ouverte et la volonté d'ouvrir son cœur est une des plus belles choses que nous a offert le judaïsme marocain. Et cette fête est devenue une fête totalement israélienne. Si Yitzhak Herzog était à Jérusalem, Yair Lapid s'est rendu à Rehovot, Ber Yaakov et Yavne. Le leader du mouvement de droite Foyer Juif, Naftali Bennett, a quant à lui rappelé la situation diplomatique d'Israël au moment de cette fête d'unité nationale. Ces derniers jours, nous avons entendu de mauvaises nouvelles sur l'accord entre l'Iran et les grandes puissances. Face à toutes les menaces, c'est cette unité, cette foi qui relie toutes les parties du peuple d'Israël, séfarades, ashkénazes, nouveaux immigrants, droite et gauche. Cette nuit, nous sommes tous ensemble. Lise, d'où vient exactement cette Mimouna ? Alors déjà, c'est une fête où on mange beaucoup de sucré. On mange des confitures, des fruits secs, du couscous même sucré, des pâtisseries bien sûr. Et puis on boit de l'arak, c'est une sorte de vodka nord-africaine. Ça c'est super bon pour la ligne. Ça commence demain le régime. Justement, on vient de faire une émission sur le régime, c'est pour ça que je le mentionne. Et alors au niveau de l'étymologie du mot Mimouna, il y aurait 3 explications. Soit ça viendrait du mot Maïmoun qui signifie bonne fortune en arabe. Soit ça viendrait du nom du rabbin Moses ben Maïmon, le grand sage séfarade du Moyen-Âge maïmonide, puisque la fête tombe le jour anniversaire de sa mort, ou ça viendrait encore du mot Emouna qui veut dire foi en hébreu. Alors justement Maurice, à l'origine cette Mimouna, on l'a célébrée chez nous, mais maintenant ça prend une ampleur nationale. Pourquoi ? C'est vrai que jusque dans les années 70, il y avait des grands rassemblements de la Mimouna, que ce soit au Gan Saker à Jérusalem, à Beersheba ou à Kiryat Shmona dans le nord du pays, où il y avait des milliers de juifs originaires du Maroc et d'Israéliens qui se réunissaient et participaient à cette grande fête. L'occasion pour les politiciens d'arriver et de faire des promesses électorales et surtout de flatter cette communauté de juifs nord-africains qui se sentaient un peu mises à part et mises de côté. Ça marchait jusque dans la fin des années 70 avec le mouvement des Panthères Noires, où il y a eu une contestation qui s'est mise à jour en disant « donnez-nous la place qui nous revient au-delà des moufletas et des crêpes et des sucreries ». Et donc, vous avez vu sur ces images, les fêtes sont revenues d'un genre plus serein, plus intime. Vous avez vu dans l'image, ça se passe dans des maisons. Benjamin Netanyahu était chez quelqu'un, Herzog pareil, et finalement le discours est resté le même, le discours politicien est resté le même, mais on a abandonner les grands symboles, les grands rassemblements pour un retour dans l'intimité. Alors Jonathan Serrero, justement, ces politiques de tous bords qui se précipitent pour avaler des sucreries et des spécialités marocaines, est-ce que finalement ça vous parle ou bien ça vous irrite ?
Ça me parle, d'autant qu'on est dans un contexte assez difficile au sein de la société israélienne. On sort d'une campagne électorale où on a vu droite comme à droite et à gauche des slogans anti-séfarades. Et pour ne pas le citer, le professeur Retzroni qui a traité les Marocains d'idiots, si ma mémoire est bonne. Elle est nécessaire, elle est même primordiale pour affirmer l'autorité de l'État et aussi assurer une unité au sein de la société israélienne. Mais justement, c'est pas réducteur ça pour les Marocains parce qu'ils ont apporté quand même beaucoup de choses au pays. Je pense que ça va au-delà des Marocains. Aujourd'hui, la Mimouna touche les Ashkénazis comme les Marocains, les Nord-Africains et toutes les couches de la société israélienne aujourd'hui. Alors on ne perd pas une occasion de faire la fête, Maurice Fergan, en Israël? Je ne suis pas sûr que ce soit chez les Juifs nord-africains un signe d'unité. Je veux dire, ils ont compris qu'il fallait qu'ils soient eux-mêmes et chez eux, et ils participent beaucoup moins à ce sentiment d'unité nationale. Allez, on va passer à un autre sujet. Chaque année, le 7 avril, le mouvement Anonymous menace Israël de faire exploser son système Internet. Anonymous est un collectif qui sévit sur le web en punissant ceux qu'elle juge coupables par du hacking, c'est-à-dire en piratant les sites Internet de ses victimes. Cette année, Anonymous a aussi hacké des portables et des comptes e-mail de milliers de citoyens israéliens. Mais les sites institutionnels, curieusement, sont restés sains et saufs. Mais jusqu'à quand Israël va-t-il pouvoir se protéger face à ces professionnels du piratage? Lise Barenbaum revient sur ces événements. Anonymous s'attaque à Israël. Depuis 2013, tous les 7 avril, Hop Israël tente de détruire le dispositif Internet israélien, mais ces assauts n'ont jamais causé d'interruption des services en Israël. Des cyberpirates, notamment localisés au Maroc, ont vandalisé des dizaines de sites dans le cadre de l'Holocauste électronique qu'ils avaient promis sur YouTube le 4 mars dernier. Un journal télévisé en anglais sous-titré en arabe menaçait d'éradiquer Israël du net en riposte aux victimes civiles palestiniennes de la guerre contre le Hamas de l'été dernier. Bonjour à tous, nous sommes Anonymous. Voici un message pour l'irresponsable antitésioniste. Nous sommes de retour pour vous punir, pour vos crimes dans les territoires palestiniens, comme l'année dernière, le 7 avril. L'agression continue, les bombardements, le meurtre et le kidnapping du peuple palestinien, comme pendant la dernière guerre contre Gaza. Une attaque qui promettait la mort des serveurs et des sites web du gouvernement, de l'armée et des institutions israéliennes. Le logo des Anonymous et celui des Anon Ghost, un groupe d'internautes activistes, sont apparus sur les pages hackées, assortis d'un message en arabe et en anglais. Nous sommes Anon Ghost, nous sommes toujours là pour vous punir. Nous sommes la voix de la Palestine et nous ne resterons pas silencieux. Notre cible principale est le sionisme et l'Israël. Parmi les sites ciblés, celui du député Yossi Yona, dont la page d'accueil a été remplacée par un texte en faveur des Palestiniens. Les musulmans sont partout. Nous allons entrer en Palestine bientôt. Rappelez-vous de ceci. Hop Israël est engagé. Attendez-nous. D'autres pages ont été hackées comme celle du chanteur Ivry Leader et du parti politique Meretz, piratée le week-end précédent. Cette attaque annuelle, connue sous le nom d'Hop Israël, a aussi visé des comptes Facebook et des milliers d'adresses e-mail. De nombreux Israéliens ont reçu des SMS avec un texte en arabe disant « Nous allons libérer les 2 mosquées sacrées des enfants juifs ». Hop Israël comptait aussi attaquer le site du ministère de l'économie, de la Knesset et du gouvernement israélien, mais l'opération n'a pas réussi. Aujourd'hui, Israël investit des millions de shekels dans la défense de ses systèmes informatiques. Le pays s'est aussi doté d'un institut national cybernétique. Et Israël reste confiant face à cette menace moderne. Ce qui avant pouvait être réalisé par un gouvernement peut l'être aujourd'hui par une organisation machiavélique. Mais une bande de hackers cherchant depuis chez eux à faire tomber des sites internet en y incrustant le drapeau de l'État islamique, ce sont des choses qui peuvent être évitées. Cette année, la guerre virtuelle annoncée n'a en tout cas pas eu lieu. Bon, alors, on vient de le voir, on dirait un mauvais film, Lise Barenbaum. Ces cyberattaques ne datent pas de cette année en Israël. Ah oui, alors déjà, en 2014, il y a eu plusieurs attaques qui ont été lancées dans le cadre d'une opération qui s'appelle Opération Save Gaza et qui avait notamment visé le site du Mossad, les services secrets israéliens, site qui est resté inaccessible pendant plusieurs heures. Il y a aussi des données personnelles de citoyens israéliens, des identifiants de connexion d'adresses e-mail de responsables israéliens qui ont été divulgués. Et en 2013, c'était la même chose. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que les hackers ont
parfois une technique de harponnage très élaborée. Ils envoient des emails avec des pièces jointes qui sont déguisées en vidéos pornographiques. Et en fait, quand l'utilisateur clique, eh bien, à son insu, finalement, son ordinateur est contaminé. Voilà où ça mène. Voilà. Alors, justement, dites-moi, est-ce que ça représente une vraie menace pour Israël? Alors, pour le moment, ça a quand même un très faible impact. En général, les sites web restent inaccessibles pendant quelques heures. Et en général aussi, ça déface les sites web, c'est-à-dire qu'on n'a plus la page web originelle, on a un message en général de protestation politique. Mais Israël est vraiment premier dans la sécurité informatique et se prépare très très bien. Mais je vous propose d'écouter un habitant de Gaza qui est plutôt favorable à ce nouveau type de combat face à Israël. Allez, on regarde. Je pense que le hacking de sites internet israéliens est une bonne chose. Je vois ça comme des victoires après les défaites que nous avons essuyées face au Mossad et au gouvernement israélien. J'encourage ce genre d'initiative. Alors justement, on va passer à vous, Maurice Ifergan. Les autorités israéliennes ont été les premières à identifier finalement ces attaques sur Internet et à prendre les mesures. Dès 1997, le gouvernement israélien s'était préparé pour protéger ces réseaux de données cybernétiques. Alors, il faut dire que le pas sérieux a été fait en 2011 lorsqu'on a créé l'Office de la défense cybernétique. En 2012, l'Office est devenu effectif et on s'est très vite rendu compte qu'il ne s'agissait plus simplement de conseiller les services du Premier ministre ou les ministères, mais aussi de prendre des mesures concrètes. Donc, il y a à peu près une centaine d'employés dans ce service qui passent leur jour et leur nuit à défendre l'État d'Israël contre toute attaque cybernétique. Alors vous avez dit que c'est curieux que cette année, il n'y ait pas eu de gros dégâts. Non, c'est pas curieux. Il y a des gens qui travaillent jour et nuit pour ça. Maintenant, la menace est réelle. Parce qu'imaginez que ces hackers parviennent à pénétrer dans les systèmes de la compagnie d'électricité. On pourrait se retrouver avec un pays sans électricité pendant plusieurs heures. Et même, je ne parle pas des tours de contrôle de l'aéroport Ben Gurion qui pourraient être piratées. Là, c'est des catastrophes aériennes sans fin. Jonathan Serrero, ces attaques-là sur Internet, finalement, ce sont des armes à double tranchant, puisqu'on sait que des organisations israéliennes ont utilisé les mêmes méthodes, justement, pour freiner le programme nucléaire iranien. Je dirais, Valérie, que nous sommes en guerre, et dans la guerre, on ne doit négliger aucune donnée, aucun détail. Et cette guerre-là, Israël la mène depuis maintenant 67 ans, avec l'unité 8200, qui est l'unité cybernétique, qui a été créée déjà en 1952, et qui s'est développé au fil du temps. Et aujourd'hui, attaquer les réseaux informatiques israéliens, c'est comme s'attaquer en football, par exemple, au FC Barcelone. Et aussi, il y a une donnée très importante qui est de faire face à ce terrorisme de proximité, que représentent ces attaques de hacking. On a vu cet habitant de Gaza. Tout simplement, avec son ordinateur portable, il est capable de mettre à mal tout un réseau informatique d'un pays ou d'une organisation. Allez, on va poursuivre notre rubrique avec une bonne nouvelle qui pourrait en intéresser plus d'un. Cette semaine, la compagnie aérienne low cost EasyJet a ouvert sa première liaison Tel Aviv-Paris. Une petite révolution, même si le ciel israélien s'est ouvert à l'Europe en 2013 grâce à un accord avec l'Union européenne. Les compagnies aériennes estampillées pas chères ont déjà commencé leur invasion il y a quelques années, mais le service qu'elles proposent vaut-il vraiment le prix des billets, bagages en supplément, enregistrement éreintant, nourriture hors de prix? Johanna Citruc et Maëlle Benoliel étaient sur le premier vol d'EasyJet à destination de Paris et vous allez voir que les réactions sont mitigées. Il est 16h, passé de quelques minutes. Les premiers passagers se présentent au comptoir d'enregistrement de l'aéroport israélien Ben Gurion. Ils déposent leurs bagages, qu'ils retrouveront quelques heures plus tard en France. Ce lundi 30 mars, EasyJet inaugure son premier vol au départ de Tel Aviv et à destination de Paris. Pour l'occasion, la compagnie low cost a prévu une petite cérémonie. Au menu, quelques coupes de champagne sur fond de musique française. Voilà, on aime bien EasyJet et on est très content que la ligne elle ouvre parce que c'est toujours moins cher que les autres compagnies. Les vacanciers sont ravis, les hommes d'affaires aussi. Ils représentent d'ailleurs près d'un quart de la clientèle d'EasyJet. Mais si le prix d'appel pour un aller simple est fixé à moins de 50 €, en réalité, peu de voyageurs bénéficient d'un tel tarif. On a payé, donc on est avec ma femme, moi et le bébé, on a payé 850 €. Car il n'y a que quelques billets bon marché sur chaque vol. Une fois écoulés, les prix grimpent petit à petit en fonction de la demande. Le système, il est hyper simple.
c'est plus vous réservez tard, plus le prix s'élève. Donc plus vous réservez tôt, plus c'est bon marché. C'est un système hyper simple, mais c'est un système qui s'adapte à la demande qui est adressée au vol considéré. À 19h, l'embarquement débute, les passagers prennent place dans l'appareil. Et c'est avec 30 minutes de retard que l'avion finit par décoller. 5 heures de vol et quelques turbulences plus tard, nous voici à Roissy-Charles de Gaulle. Le pilote qui travaille pour la compagnie depuis 11 ans semble satisfait de ce premier Tel Aviv-Paris. À bord, ça s'est très bien passé, même si maintenant le service est relativement difficile et chargé pour les collègues, mais le vol s'est très bien passé. L'avantage, c'est que les compagnies low cost sont vraiment, je pense, l'avenir de l'aviation et nous permettent d'avoir un job stable et relativement bien payé. Mais du côté des passagers, c'est un autre son de cloche qui résonne. Pour beaucoup, la qualité du service n'est pas au rendez-vous. Pour des destinations comme Paris-Genève, dont je suis coutumière, ça va. Pour 5 heures de vol, le confort est insuffisant et l'ensemble des prestations. L'embarquement, le débarquement extrêmement loin, les escaliers, le bus. Une qualité discutée qui n'empêche pas à EasyJet de faire partie des leaders européens. En 2014, la compagnie a transporté plus de 65 millions de voyageurs et espère en conquérir de nouveaux grâce à cette nouvelle liaison entre Tel Aviv et Paris. Pour l'heure, 3 allers-retours sont proposés chaque semaine, un chiffre qui devrait passer à 5 d'ici l'année prochaine. Alors, Lise Barenboim, pourquoi maintenant cette coopération finalement avec Israël? C'est pas nouveau? Non, c'est pas nouveau. Ça date de 2009 entre Israël et EasyJet. Donc, on estime que EasyJet va transporter 500 000 Israéliens avec 37 vols par semaine pour des destinations comme la Suisse, l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Italie et bien sûr la France. Alors, vous êtes amusé à faire une petite comparaison de prix et le résultat est justement surprenant. Faites-nous voir. Oui, alors en fait, les compagnies traditionnelles ne sont pas si onéreuses que ça. Par exemple, sur un vol Tel Aviv-Paris au mois de mai, eh bien, le prix le plus bas, c'est la compagnie low cost néerlandaise Transavia qui arrive en premier avec 373 €, bagages compris. Puis vient EasyJet, 417 €, bagages compris. Ensuite, El Al, 432 €, soit seulement 15 € de plus qu'EasyJet. Et puis Air France qui est nettement plus haut avec 501 €. Maurice Yvergan, vous pensez que les consommateurs israéliens vont se laisser prendre au jeu? Il n'y a pas de petites économies et les Israéliens aiment beaucoup lorsque l'on s'en prend au monopole et qu'on arrive à leur casser les prix. Maintenant, la question de l'intérêt de prendre un billet 6 mois à l'avance peut freiner beaucoup de touristes, parce que pour programmer 6 mois à l'avance, il faut vraiment avoir du temps. Et les Israéliens, eux, vivent toujours à l'intuition, au feeling et ne peuvent pas attendre 6 mois pour partir en vacances. Jonathan Serrero, j'aimerais qu'on parle de sécurité. Même si le tarif est low cost, la sécurité sera aussi au top? La sécurité est la même pour les grandes compagnies. Je lisais un papier justement relatif à l'accident qui a eu lieu à la fin du mois de mars en France, l'accident de la Germanwings. C'était seulement le 2e accident de vol low cost de l'histoire et tous les critères de sécurité sont respectés comme pour les grandes compagnies. Les pilotes sont recrutés selon les mêmes critères. Tout ce qui est pour les bagages, pour les conditions des passagers, tous les canons de la sécurité sont aussi respectés. Alors, on va passer maintenant à notre rubrique En bref. Un archéologue a fait une découverte surprenante, Lise Barenboim. Oui, il s'agit d'Amit Rem qui a entrepris la fouille d'une prison ottomane à Jérusalem. Eh bien, il dit qu'il aurait exhumé la salle où Jésus aurait été jugé par Ponce Pilate. Et preuve à l'appui, l'itinéraire initial de la Via Dolorosa que Jésus a pris, eh bien, passe par l'endroit de cette prison. Oui, une drôle de découverte. Et puis cette semaine, vous avez choisi de nous parler d'une femme immortalisée par le 7e art. Oui, il s'agit de Maria Altman, une rescapée autrichienne de la Shoah. Un film en son honneur est sorti aux États-Unis, Woman in Gold. C'est Hélène Mirren, l'actrice britannique, qui l'incarne. C'est une femme qui s'est battue pour retrouver les tableaux de Gustav Klimt que les nazis ont volés à sa famille pendant la guerre. Regardez un extrait de la bande-annonce. Your son, the lawyer, how is he? I need advice from someone I can trust. Here she is, my aunt. That's quite a painting. She was taken off the walls of our home by the Nazis. Since then, she's been hanging in Vienna. And now you'd like to be reunited. And then there's justice. I never thought I'd come back.
Welcome to Vienna. They're going to put as many obstacles in your way as possible. She is the Mona Lisa of Austria. We will fight you till the end for something we believe is ours. They destroyed my family, and they forced me to abandon the people and the places that I love. De bon augure à Maurice Yvergan, car cette semaine, c'est la commémoration des victimes de la Shoah. Tout à fait, le pays va se souvenir de ces 6 millions de victimes pendant une journée assez émouvante en Israël. Merci à vous tous d'avoir été avec moi aujourd'hui. Merci de votre présence. On se retrouve évidemment la semaine prochaine pour encore plus d'actualités. Si vous avez raté quelque chose, surtout comptez sur eux deux. Ils vont tout lire et tout voir pour vous et ils seront là, bon pied, bon oeil, la semaine prochaine. Restez avec nous tout de suite. Notre séquence lifestyle. Au revoir Jonathan, merci d'être venu.